Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'animer cette conférence aujourd'hui. Je suis Claire Morel, journaliste spécialisée dans les sujets de l'expérience client et du marketing. Et je vais aujourd'hui animer une conférence sur la visio, un dispositif qui reste assez rare encore aujourd'hui dans les entreprises, mais qui répond pour celles qui l'ont déjà mis en place aux exigences d'immédiateté, de personnalisation des consommateurs. Alors, la visio, elle permet par ailleurs de concilier la relation client à distance et le face-à-face, mais aussi de trouver des solutions à des problématiques soulevées par les clients, comme les résolutions de pannes techniques ou encore le besoin de réassurance. Selon le dernier observatoire des services clients, 77% des Français se disent favorables au partage de contenu via la vidéo pour effectuer un diagnostic. Alors aujourd'hui, la visio, elle est utilisée pour détecter et résoudre des pannes à distance, constater un dégât des eaux ou un accident, ou encore dans certains pays pour réaliser une consultation médicale. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Gufflet, qui est directeur des services de Fnac Darty, et Frédéric Niel, directeur de la relation client chez ING Direct, qui vont justement vous parler de leur retour d'expérience par rapport à ce sujet qui est la visio. Parfait. Alors, juste un petit rappel, vous avez sur les écrans à droite et à gauche de la scène un numéro de téléphone. Vous pouvez l'utiliser pour envoyer vos questions que je poserai à nos intervenants en fin de conférence. Voilà. Alors, messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation. On va tout d'abord commencer par une présentation de vos fonctions respectives et vos missions au sein de vos entreprises, hein, s'il vous plaît. Merci d'abord pour cette invitation. Donc, Frédéric Niel, je suis directeur de la relation client chez ING en France. C'est-à-dire que je pilote l'activité relation client dans son intégralité, puisqu'ING en France n'a pas d'agence physique. Donc en termes de relations clients, l'ensemble des canaux, téléphone évidemment, réseaux sociaux avec une forte activité, puis des volets un peu originaux sur les réseaux sociaux. Je sais que vous connaissez plus en détail ce sujet. Et évidemment, le canal de la visio qui va venir s'ajouter à notre panel d'ici l'été, et donc l'objet de ma présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Vincent Gufflet. Bonjour à tous. Donc je suis Vincent Gufflet, effectivement, je suis directeur des services du groupe Fnac Darty. Les services chez nous, c'est deux choses. C'est d'une part l'activité des services marchands, payants, financiers, les garanties, les assurances, les cartes de crédit, les abonnements Internet, l'énergie, etc. D'une part. Et puis d'autre part, c'est la politique des services de différenciation, c'est-à-dire les services qu'on fait pour permettre à nos clients, donner à nos clients des raisons de venir dans nos magasins ou sur nos sites. Et là, on va trouver la politique de service après-vente, de livraison, de conseil, avec des laboratoires de tests produits qu'on a dans le groupe, et de livraison. Voilà. Alors, une première question, Vincent, justement. Ça fait déjà plusieurs années que vous travaillez au sein de Darty. Le rapprochement avec la Fnac, est-ce que ça a changé quelque chose dans l'orientation stratégique vis-à-vis de l'expérience client ou pas? Ou qu'est-ce que ça a changé, justement? Alors, changer, là, la question est un peu peut-être trop vaste. J'ai peur qu'on n'ait pas forcément le temps. Mais sur l'expérience client, plus précisément, est-ce que ça a changé? Je dirais que la réponse, c'est oui et non. Disons que quelle que soit la marque, je pense que tout le monde le sait, hein, l'expérience client répond à des impératifs. Enfin, ce qu'on cherche, c'est la même chose. Ce qu'on cherche, c'est la simplification pour le client, c'est la fluidité, c'est l'intégration harmonieuse de la technologie dans l'expérience client et pas le contraire. Vous voyez, donc c'est des choses qui sont assez génériques, d'une part. Mais ensuite, l'expérience client, il y a aussi une notion liée à la marque qu'on représente. D'ailleurs, je pense qu'on en parlera tout à l'heure pour ce qui vous concerne chez ING, c'est qu'on met dans l'expérience client un peu plus que simplement de la fluidité, de la simplification, etc. On met des valeurs associées à la marque. Pour ce qui nous concerne, c'est assez simple. Hein, ce qui était associé à l'expérience client côté Darty, ça va être des choses qui vont avoir lieu généralement après la vente. Hein, vous voyez, une livraison ultra premium, un service après-vente au top, enfin tout ce qu'on cherche à faire pour différencier la marque Darty. Et la Fnac, on va être plus sur des éléments liés à l'achat, avant l'achat et pendant l'achat, liés essentiellement à des services de conseil, d'indépendance, de curiosité.
Donc voilà, et après, c'est vrai que le fait qu'on soit maintenant regroupé, ça nous donne plus de poids, et c'est pour ça aussi qu'on a lancé un grand programme d'expérience client groupe, qu'on a appelé Client Plus, et qui regroupe, qui a comme périmètre l'intégralité du groupe, donc à la fois Fnac et Darty, avec cette ambition de renouveler et d'aller encore plus loin dans la qualité de l'expérience client. Alors ING Direct, Frédéric, c'est donc une banque digitale comme tout le monde le sait. Comment justement vous abordez le sujet de l'expérience client? Quelle est votre approche par rapport à ce sujet-là et notamment par rapport à un univers bancaire traditionnel? Alors voilà, le point principal à souligner, c'est que ING en France n'a pas de point physique d'agence. Donc la relation client à distance et la relation client dans son intégralité. Donc l'expérience client, tous les efforts que l'on déploie se concentrent à la fois sur le digital, la majorité de nos contacts sont purement digitaux, et au niveau relation client. Donc là, ce qui est essentiel, c'est, je partage complètement les valeurs, on va dire, assez universelles que l'on recherche tous dans la relation client en termes de fluidité, etc. Donc je ne vais pas développer ces aspects-là. Sur le côté bancaire, il y a une importance extrêmement forte de la personnalisation. La personnalisation, c'est le sujet central, si j'avais un mot à choisir sur ce que nous visons pour l'expérience client. Et cette personnalisation, elle est d'autant plus importante que les contacts face à face ne sont pas possibles dans un réseau physique. Et là, la visio a tout son sens dans le développement d'expérience client. Si je développe un petit peu côté digital, donc évidemment, on a une stratégie digital mobile first, avec le développement de toutes les fonctionnalités sur le mobile, donc y compris le lien avec tous les autres canaux que le mobile. Le mobile peut être le point d'entrée, mais ouvrir sur d'autres canaux selon les souhaits du client. Donc ça aussi, dans notre stratégie de développement des canaux, il y a un point essentiel, c'est que le client choisit. À aucun moment on ne le contraint à utiliser un canal. Il a des opportunités qui sont ouvertes. On écoute. La voix du client a une place extrêmement importante dans l'organisation même de la politique retail d'ING. Et en fonction de ces feedbacks-là, on va développer plus ou moins certains canaux selon les parcours clients, mais sans jamais de préjugés au départ. Oui, il faut savoir que chez ING, vous aimez bien la co-construction avec vos clients et vos collaborateurs. Alors la co-construction fait partie de notre ADN, donc tous les produits et tous les services qui sont offerts aux clients sont avant tout testés par des consommateurs et testés par des clients qui nous accompagnent en fait dans le développement de l'entreprise, des clients, on pourrait dire des clients fans, qui sont très présents sur les réseaux sociaux, qui sont toujours prêts à tester, donc ce sont nos bêta-testeurs, on a des échanges privilégiés avec eux, et c'est vrai qu'on aime avoir leurs feedbacks qui sont vrais, qui ne sont pas toujours agréables à entendre, et c'est là où ils nous font avancer dans la bonne direction. Et c'est par exemple ce que l'on va faire lorsque nous allons développer la visio. C'est dans une phase test and learn permanente. On ouvre au maximum les options et ensuite on sélectionne. Très bien, merci. Vincent, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les différents canaux qui sont mis à disposition des clients aujourd'hui, et notamment quand on parle de services après-vente, plus précisément, puisque c'est de ça dont on va parler principalement tout à l'heure. Voilà, parce que en fait, donc, dans la problématique qui est la nôtre, donc autour de l'assistance à distance, il y a effectivement trois grands métiers. Pour faire simple, chez nous, il y a le métier d'assistance service client, au sens les problématiques de commande, de livraison, d'information, de rendez-vous. Enfin, je pense que vous voyez tous de quoi je veux parler. On a une deuxième problématique qui est liée à la vente. Donc les consommateurs nous appellent pour pouvoir acheter des produits. Et puis ensuite un troisième thème qui est l'assistance au sens technique du terme. Et ça, le sujet, c'est quoi? C'est qu'on vend des objets, des produits. Nos clients, ils les achètent pas pour qu'ils tombent en panne, quoi. Mais malheureusement, parfois, ça arrive. Alors, ils tombent en panne, ou disons plus simplement qu'ils ont un souci avec l'objet, ce qui est peut-être à la fois plus général et plus vrai. Et donc, à ce moment-là, ils nous appellent. Et notre but à nous, ça va être de faire en sorte de lui répondre le plus vite possible et de manière la plus personnalisée possible à cette demande, à cette question. Finalement, notre métier à nous, c'est de faire en sorte que le souci du client, il l'aura mis sur une to-do list, vous savez, appeler Darty ou appeler Fnac parce que, je sais pas moi, ma machine à laver tombe en panne. Et notre but à nous, c'est de faire en sorte qu'il raye ce point-là le plus vite possible. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait ce travail-là, de faire en sorte qu'il raye le plus vite possible? Disons que
on a beaucoup travaillé les canaux, effectivement, et comme beaucoup d'entre vous, je pense, les canaux de premier contact. Quand vous avez un souci, qu'est-ce que vous faites? Vous allez passer un coup de fil à Darty ou Fnac, et vous allez en magasin éventuellement, vous voyez, donc vous allez sur le web pour pouvoir trouver des réponses à vos questions. Et tous ces canaux-là, c'est ça qu'on travaille énormément depuis quelques années, c'est faire en sorte que là où nos forces historiques étaient plutôt, si vous voulez, sur ce qui se passait derrière, avec des ateliers de réparation les plus grands de France, avec une capacité, j'ai envie de dire, bien connue de pouvoir déployer des gens à domicile partout en France. C'est les Kangoo que vous voyez à côté d'Arty. Donc ça, c'est nos actifs, c'est nos forces historiques. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir développer ces canaux de premier contact, parce que c'est là où on va pouvoir arriver à avoir une réponse personnalisée, parce qu'on a le client en face de nous, ou par téléphone, et en plus rapide. Voilà. Alors, je dis tout ça, c'est un petit peu long, mais c'est pour expliquer tout ce qu'on fait. Et tout ce qu'on fait est lié à cette espèce d'empowerment, si vous voulez, des canaux de premier contact que sont le téléphone, la visio, le magasin, le web, etc. Alors, donc pour ça, effectivement, on développe autre chose que simplement des téléconseillers qui répondent au téléphone. On développe une façon différente de parler à un conseiller via le bouton Darty, par exemple, donc qui est un objet connecté où j'appuie, on me rappelle, sans interaction, on va dire, sans robotisation, sans automatisation, c'est purement, je veux dire, 100% humain, si je puis dire. Et puis avec le fait d'avoir un service premium, et on vous répond quel que soit le produit qui est tombé en panne, y compris s'il n'a pas été acheté chez Darty ou chez Fnac. Donc ça, c'est un exemple. Une autre façon de parler au client, c'est de lui parler en visio, effectivement, je pense qu'on va beaucoup en parler. Une autre façon de lui parler, c'est également d'utiliser son assistant vocal. On a lancé il y a quelques semaines, on a porté notre bouton sur Google Home. Donc vous dites à votre enceinte connectée, à votre assistant vocal, voilà, j'ai un souci, je voudrais parler à Darty. Puis là, on va vous poser quelques questions. Pourquoi? Pour pouvoir bien qualifier la demande. Et on sait tous que c'est un des enjeux majeurs, c'est de qualifier la demande suffisamment pour pouvoir l'orienter, le client, vers le bon interlocuteur et du coup arriver à résoudre le plus rapidement possible son problème. Eh bien ça, grâce à l'assistant vocal, on peut le faire. Et ensuite, le client, au bout d'une question ou deux, il va avoir son téléphone qui sonne avec un conseiller qui l'appelle. Voilà. Donc, et puis ensuite, bien sûr, on travaille comme tout le monde, je pense, l'intégralité des canaux que nos consommateurs aiment, à savoir le chat, les messageries, les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Alors oui, effectivement, on va parler de la visio, mais avant toute chose, peut-être parler déjà des personnes qui sont au téléphone ou derrière l'écran, puisque ce sont pas, la plupart du temps, ce ne sont pas des gens qui viennent tout juste d'arriver, c'est plutôt des techniciens très spécialisés qui, en plus, bénéficient d'une base de connaissances très solide que vous avez constituée chez Darty depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette organisation ? Alors, au sens des outils, vous voulez dire? Au sens des outils et des personnes, de l'humain. Oui. Oui. Alors, c'est vrai que pour arriver à faire ce que je vous explique, à savoir une assistance ultra rapide, personnalisée, il faut des moyens. Donc les moyens, c'est quoi? C'est des outils. La visio en est une. Mais évidemment, il y a des fondations encore plus profondes que ça. On travaille nos bases de connaissances techniques depuis 20 ans. Pour faire simple, on traite environ 3 millions de pannes par an, que ce soit en magasin, par téléphone ou à domicile chez les clients. Donc les 3 millions de pannes par an, si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? On les archive, quoi. On fait comme, je pense, beaucoup d'entre vous. On les décompose en symptômes, diagnostic, résolution. Et on structure cette donnée-là pour pouvoir la mettre à disposition j'ai envie de dire, de tout le monde, notamment nos techniciens. Et quand un technicien, évidemment, reçoit un appel, il aura accès non seulement à l'historique du client, il saura que le client, par reconnaissance du numéro, c'était le client, il saura déjà quel est le produit, il aura potentiellement déjà l'information, avant même que le client ait parlé, sur une idée potentielle de panne, parce qu'en fait, il y a des éléments génériques de panne sur tel ou tel produit. Mais, donc, évidemment, tout ça pour gagner du temps, pour gagner du temps dans la résolution. Donc voilà, ça c'est un exemple évidemment fondamental. La visio c'en est un, le bouton, et puis ensuite il y a les hommes et les femmes. Et ça c'est vrai que j'ai envie de dire c'est un sujet extraordinairement important d'arriver à évidemment former nos équipes, arriver surtout à faire en sorte qu'ils utilisent qu'on arrive à trouver les meilleurs moyens pour qu'ils utilisent ces moyens technologiques.
Parce que c'est bien beau de dire, on va en parler, on met de la visio, on met des trucs technologiques, on prend en main à distance des trucs, des objets que chez les clients pour arriver à dépanner. Mais enfin, dans la vraie vie du centre d'appel, c'est quand même sacrément compliqué, quoi. Quand on a commencé à faire la prise en main à distance des ordinateurs, c'était à la Fnac et Darty, on l'a lancé en premier, et c'était en 2001. Les deux entreprises, ça a été vraiment la galère, hein, parce que quand les premiers consommateurs voyaient le curseur de leur écran de PC là, qui bougeait tout seul, ça a été la panique absolue. Puis surtout, on n'arrivait pas à comprendre comment on pouvait intégrer cette prise en main à distance dans l'appel. Encore une fois, la techno, c'est facile. La question, c'est comment ça s'intègre dans une expérience client où le client il a sa to-do list avec j'ai un souci, il appelle, et là, comment on fait concrètement pour que ce soit fluide, simple. On a quand même mis au moins 5 ans avant de trouver la solution, vous voyez. Donc voilà. Donc toute la question, c'est ça, c'est de travailler avec les équipes pour arriver à intégrer ce genre de technologie. Alors justement, vous avez mis en place la visio. Pourquoi qu'est-ce que ça vous apporte de plus finalement qu'un technicien qui est au téléphone et qui a déjà quand même pas mal d'informations à sa disposition. C'est quoi le plus justement de la visio aujourd'hui ? Alors, sur la partie visiophonie, il y a des éléments qui sont divers. Il y a le fait qu'on arrive avec l'image à personnaliser, humaniser la relation. Ça, c'est vrai. Hein, et ça se voit. Bon. Après, le consommateur, il est plutôt intéressé à voir qui il a en face, mais il n'est pas si intéressé que ça à se montrer lui avec sa machine à laver qui fuit, etc. Ouais, donc, bon. Donc ça, c'est un élément. Mais ça n'a pas été notre axe principal. Hein. Je pense qu'on pourra éventuellement en reparler après pour ING. Mais pour ce qui nous, c'était pas ça. C'était plutôt la possibilité d'avoir un vrai outil permettant de mieux diagnostiquer à distance. Pourquoi ? Parce que quand vous avez l'image d'un produit qui est en panne, ça vous apporte beaucoup de choses. Ça vous apporte la possibilité de diagnostiquer même sur l'image. Parce que c'est idiot, mais une machine à laver dont l'eau fuit sur le devant ou sur le derrière de la machine, c'est un élément de diagnostic fondamental. D'ailleurs, c'est l'une des premières questions qu'on se pose, qu'on pose au client. Et puis c'est des choses, comme vous êtes tous du métier, je pense, vous le savez, quand on fait une double écoute dans nos centres d'appel, on est quand même toujours, c'est toujours un grand bain d'humilité, si vous voulez, parce que les difficultés de nos équipes sont ultra simples. C'est lié, nous on a par exemple une difficulté toujours énorme à arriver à capturer le numéro de série de l'appareil. Vous savez, pourquoi c'est important le numéro de série ? Parce que on a dans l'historique d'achat, j'évoquais tout à l'heure la référence du produit, mais nous, avec nos millions de connaissances derrière, en fait, on a besoin de savoir le numéro de série pour identifier le batch, si vous voulez, le lot du produit, parce que les problèmes dépendent de l'usine où il a été fabriqué, du moment où il a été... Vous voyez, donc on a besoin de plus que simplement la référence. Donc, quand on a besoin de cette information sur le numéro de série, et ça, pour arriver à faire décrire à quelqu'un de pas forcément agile physiquement, hein, parce que souvent il faut se pencher à gauche, à droite, derrière, et puis avec un numéro qui est long, vous voyez. Donc en fait, on fait un temps fou, quoi. Un temps fou, on prend 10-15 minutes pour arriver à simplement récupérer un numéro. Donc ça, avec l'image, c'est instantané. Vous voyez, donc c'est vraiment des éléments ultra basiques qui font que la visiophonie amène une capacité supplémentaire de résolution à distance. Ça, c'est l'idéal. Et si on ne résout pas à distance, au moins, on arrive à diagnostiquer correctement le problème mieux. Et pourquoi c'est important de diagnostiquer correctement un problème qu'on ne résout pas ? Parce que pour le résoudre, on va envoyer quelqu'un à domicile. Mais comme on a diagnostiqué correctement, notre gars, en Kangoo, il part avec les bonnes pièces détachées. Vous voyez, on sait que, en gros, vu la situation, ce que dit le client, l'image, la base de connaissances, on va avoir 2-3 pannes possibles. Donc notre gars, il part avec 2-3 pièces détachées, et comme ça, il n'y va qu'une fois. Donc il y va, mais qu'une seule fois. Alors que sinon, il revient avec la bonne pièce. Donc résolution à distance et diagnostic pour faire la prévisionnelle de pièces détachées sont les éléments fondamentaux de l'assistance à distance. Excusez-moi, je suis bavard. Non, il n'y a pas de souci, parfait, merci beaucoup. Frédéric, chez ING, vous allez lancer la visio en juillet. Vous avez décidé de le faire parce que vous l'avez déjà testé dans plusieurs pays et ça a été positif. Est-ce que vous pourriez nous dire justement en quoi ça l'est et pourquoi vous avez choisi de mettre ça en place en France ? Alors, d'abord, il faut bien avoir en tête pourquoi un client contacte sa banque au-delà des interactions digitales, puisqu'on lui donne toutes les possibilités sur l'appli, sur le website. Et aujourd'hui, plus de 90% des interactions entre les clients et ING se font de manière digitale. Donc, quand un client décide de nous contacter par un autre média, c'est soit pour une urgence,
donc avec un critère extrêmement fort de disponibilité et de réactivité, soit c'est pour de l'expertise. La visio, elle s'inscrit très clairement dans le volet expertise. Pour le volet urgence, donc contrairement à une assistance pour un outil, côté bancaire, on n'a pas besoin de matérialiser l'expérience d'un objet. Par contre, de voir le visage d'un conseiller, de pouvoir échanger, transmettre ses émotions, son inquiétude, son attente, son stress, sont des éléments qui sont essentiels dans le dialogue qui s'engage entre un conseiller et un client. C'est pour ça que la visio, elle a toute sa place dans des relations plutôt longues qui vont nécessiter plusieurs contacts, des projets structurés. Quelqu'un qui veut acheter un bien immobilier, il va avoir en moyenne entre 20 et 30 conversations avec la banque entre le moment où il nous informe qu'il va acheter un bien immobilier et le moment où il nous dit « ça y est, super, j'ai signé chez le notaire ». Ou le placement par exemple d'une somme importante à long terme, où là il y a un besoin de réflexion, de réassurance. Donc ce terme de réassurance, il est extrêmement fort. La visio, elle apporte très clairement dans les enquêtes de satisfaction qui ont été menées donc post-contact, un niveau de réassurance aussi fort que celui qui existe via un contact face à face en présentiel. Et ça, c'est vraiment essentiel, nous, dans notre stratégie. Davantage que via le téléphone. Oui, davantage. Il y a un degré de satisfaction et de réassurance qui est plus élevé que suite à un contact par téléphone. En moyenne, les contacts sont aussi plus longs en durée. Donc forcément, la durée de l'entretien a un très fort impact sur le niveau de satisfaction. Et lorsqu'on échange sur des problématiques qui sont complexes, lorsqu'on a besoin d'avoir beaucoup d'informations, d'échanger, d'explorer différentes options, on prend plus de temps. Donc par exemple, pour ce conseil à forte valeur ajoutée, on est tout à fait d'accord pour prendre le temps. On n'est pas dans une gestion de mesurer la durée de l'appel, de le fixer comme un KPI essentiel. Ça veut dire qu'on accepte d'investir dans ce contact et les clients nous font des feedbacks extrêmement positifs sur cette attention et ils font une différence très très claire au final quand ils ont vécu les deux expériences entre l'expérience où j'ai besoin d'une réponse simple, rapide, précise. Par exemple, je suis avec ma carte bancaire, j'ai un problème, je n'arrive pas à payer chez le commerçant. Je veux échanger avec vous parce que j'ai un projet, j'ai une idée, mais je veux la challenger, je veux qu'un expert me parle, je veux qu'on me fasse différentes propositions, je veux y réfléchir, je veux vous rappeler, je veux revenir auprès de vous et puis, si possible, je veux garder le même contact. C'est-à-dire, j'ai discuté avec Christophe, j'ai eu un excellent premier contact avec Christophe pour le début de mon projet immobilier. J'aimerais qu'il m'accompagne jusqu'au bout, mais on vous le propose. Oui, si vous le demandez, on vous le propose. Ça fait partie aussi des apports extraordinaires de la visio et dans la création de cette proximité, finalement, qui est tout sauf de la proximité présentielle. Et la visio apporte cet élément-là. Oui, parce qu'on pourrait imaginer effectivement que contrairement à une agence où normalement effectivement on a un conseiller dédié, là à distance ce soit plus compliqué. En revanche, vous le proposez véritablement aux clients qui le souhaitent. Oui, alors pourquoi c'est mieux ? Pourquoi c'est mieux ? Parce que quand vous avez un point physique, vous avez des horaires qui sont forcément plus restreints que ce qu'on peut proposer en contact à distance, ce qu'on fait déjà par téléphone. On sait tous que les centres de relations clients avec le canal téléphonique apportent ce plus indéniable d'une disponibilité élargie dans la semaine sur les horaires de la journée. Là, on peut coupler à la fois cette disponibilité très large et une proximité humaine. Et là, ça fait la différence. Je veux prendre le temps, je veux le faire depuis mon canapé, avec tous mes documents à côté de moi. Je veux être posé au calme, pas faire ça au bureau entre deux rendez-vous ou sur le trottoir où je vais mal entendre les conseils qui vont m'être proposés. La visio répond très clairement à cette attente. Alors, une question sur les conseillers. Comment ils abordent le sujet ? J'imagine qu'en plus, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça concerne des conseillers qui sont spécialisés dans le crédit immobilier et dans l'épargne. Comment ils vivent ça ? Comment ça se passe ? Alors, donc, d'abord, il y a une surprise. Quand on a annoncé, voilà, on va lancer la visio, etc. Et puis, je vais dire, moi, naïvement, je m'attendais à voir des sourires à 90%. Et puis, en fait, j'ai vu des questions, incompréhension, inquiétude pour certains, et donc avec vraiment des points de vue très tranchés. Donc par rapport à ça, je pense qu'aussi il faut voilà, prendre du recul et se dire que tous nos conseillers qui ont travaillé par téléphone ne sont pas forcément prêts
à s'engager personnellement, à offrir leur visage, leur expression. Pourquoi ? Parce que pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas été habitués à le faire. Pour certains, ils ne l'ont jamais fait. Donc c'est un changement qui est énorme. Il ne faut surtout pas le négliger. Donc le premier point que nous avons pris, c'est de dire, de toute façon, au départ, on part sur du volontariat. Qui souhaite s'engager et on prend le temps de former, d'accompagner. On a aussi la chance d'avoir des profils variés, c'est-à-dire que dans nos équipes, on a aussi quelques personnes qui ont eu d'autres métiers dans la relation client ou dans la banque, par exemple, qui ont travaillé dans une agence auparavant. Et donc ces personnes-là ont l'habitude du contact face à face et donc échangent avec les conseillers qui sont issus vraiment du cœur relation client-téléphone. Ils échangent leurs pratiques et en fait, ils arrivent à petit à petit dénouer les nœuds qui sont présents au départ et ça se passe parfaitement, mais vraiment il faut prendre le temps, surtout ne pas forcer. Et j'ai vu quelques cas avec un blocage total. Et là, je pense qu'il faut respecter. On a la chance d'avoir beaucoup de canaux à disposition. Si on a un conseiller qui est vraiment bloqué sur un contact face-à-face visio, bon, on a d'autres solutions à lui proposer. Alors, de façon très anecdotique, comment ça se passe vestimentairement parlant ? Je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais... Et puis, au niveau du décor, de la déco, comment est-ce qu'on voit le centre de contact ? Est-ce que vous avez décidé d'installer ? Enfin, comment ça va se passer concrètement ? Bon alors, d'abord, je vais donner une partie des éléments, mais pas tous. Comme on lance la visio en juillet, on souhaite avoir un impact aussi en termes de surprise. Et puis, certaines décisions sont en cours. Donc, la question du dress code se pose. Je rejoins la question de la marque, du positionnement de la marque. Ce premier contact face à face pour ING, il va représenter la visibilité d'un conseiller. Et tout client, tout consommateur qui s'est intéressé à ING peut se dire, mais il ressemble à quoi chez ING ? Et donc ce contact visio, il va être extrêmement fort pour ça. Il va permettre de rendre réel et incarner ce qu'est un conseiller ING ou tout simplement un collaborateur ING, puisqu'en fait, chez ING, tous les métiers travaillent ensemble sur les mêmes plateaux. On travaille en mode agile, c'est-à-dire que vous avez à côté, vous avez un conseiller, vous avez une personne du marketing, une personne du produit, une personne de l'IT, une personne de la communication, une personne des médias. Et en fait, on est organisé en chaîne de produits, ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas le métier relation client qui est à part sur un plateau déconnecté. C'est absolument pas le cas. Donc sur j'ai perdu le fil de la question au final, mais on parlait du dress code lors de l'organisation. C'est parce qu'en fait je veux pas le dire. Et l'identité de marque, oui, c'est ça surtout. Donc le dress code, on a pour tout le monde a son point de vue. Alors en fait, tout le monde voulait dire oui, moi j'aimerais que ce soit comme ci, moi j'aimerais que ce soit comme cela. Enfin, vous voyez faire les magasins avec votre conjoint ou votre conjointe le week-end et vous voyez que c'est pas si évident que ça d'être d'accord. Et donc ce qu'on a dit, on va prendre une agence de communication et on va demander à une agence de communication neutre de nous faire plusieurs propositions. Donc ils nous ont fait ces options-là et donc évidemment là on réagit de manière très personnelle et on est en train de poser les éléments de la marque. Ce qui est certain, c'est qu'un conseiller ING, il est banquier, mais ce n'est pas un banquier traditionnel, costume noir, chemise blanche, cravate noire, j'exagère, mais c'est pas ça, parce qu'ING, c'est pas ça. Donc forcément, le conseiller, il sera ING. Après, il peut y avoir différentes options. Je pense d'un point de vue très professionnel, les questions qui peuvent se poser, c'est est-ce qu'on donne des guidelines et on laisse le soin finalement aux conseillers de suivre ces guidelines, mais de s'habiller sur leur propre garde-robe et de suivre ces lignes directrices? Ou est-ce qu'on décide d'imprimer encore plus fortement la marque en choisissant des vêtements qui collent avec l'image que l'on veut passer, et à ce moment-là, ING prend en charge cette tenue? Ces discussions-là sur ces deux options, elles sont encore en cours. Très bien, on attend juillet alors. Vincent, justement, comment ils ont réagi, les techniciens, à partir du moment où on leur a dit vous allez passer, vous allez du coup être devant la caméra. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé justement? Bon, ça dépendait des personnes, mais on va dire qu'en moyenne, ils étaient quand même assez moyennement chauds, quoi.
Enfin, on va dire ça comme ça. Donc évidemment, on a travaillé sur la base du volontariat. Hein, c'était une évidence. Ils étaient moyennement chauds parce que déjà, c'est quand même pas pareil. Hein, quand vous êtes habitué à prendre des appels et à voir le client, ça n'a rien à voir. Je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que parmi nos équipes, en centre d'appel, il y a des gens qui se reconnaissent beaucoup dans le fait de ne pas avoir en face de soi des personnes. Hein. Je veux dire, nous, on le voit aussi parce que comme on a des équipes qui sont majoritairement en magasin, si vous voulez, d'autres qui sont au contact du client dans des kangous, dans des camions de livraison et d'autres au téléphone, on voit bien que il y a aussi ça renvoie à une notion de préférence personnelle. Vous voyez, c'est pas uniquement une question d'habitude. Voilà. Donc il y a ça. Et puis ensuite, il y a eu des questions pratiques. C'est-à-dire, mais ok, mais bon, comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce qu'on va voir, et ainsi de suite. Donc ça, il faut les traiter. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe quand ça commence? En fait, les conseillers se rendent compte que l'image, ça apporte aussi beaucoup dans le fait de rendre encore plus comment dire ça, sympa les appels. Si vous voulez. En gros, c'est le fait de se voir. D'ailleurs, quand on s'engueule dans les voitures, quand vous engueulez la voiture de devant, c'est parce que vous ne voyez pas la personne. Ce qu'elle est en face de vous, c'est plus compliqué. Donc c'est pareil au téléphone. Quand la personne est en face de vous, et finalement, bizarrement, et pas si bizarrement que ça finalement, ça enlève un peu d'émotion négative qui peut parfois y avoir quand vous appelez parce que votre lave-vaisselle est tombé en panne pour la 2e fois et ça commence à bien faire. Voilà. Donc ça, c'est positif et c'est ressenti comme tel par les équipes. Donc voilà, c'est comme tout, quoi. Faut travailler sur la gestion du changement et surtout accompagner beaucoup les équipes. Alors ces techniciens en visio, ils sont aussi à la disposition des vendeurs en magasin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, j'avais évoqué la prise en main à distance des ordinateurs en disant qu'on avait quand même mis une bonne demi-douzaine d'années, 5 ans avant de savoir comment le faire. Et puis ensuite, on a fait de la prise en main à distance des téléphones portables, puis des tablettes, et puis maintenant les téléviseurs connectés, on fait ça aussi. Hein, le téléviseur tombe en panne, on vous prend en main à distance le téléviseur, puis demain on fera le lave-linge. Donc c'est une histoire qui est en marche, mais c'est une histoire qui est longue, si vous voulez. Ça prend du temps. Donc là où je veux en venir, par rapport à votre question, c'est que la visio, nous, ça fait 1 an et demi qu'on en fait, mais enfin, on se considère toujours en phase non pas de POC, mais enfin d'expérimentation encore très profonde, si vous voulez. Hein. Donc ça, je pense qu'il faut bien l'avoir en tête. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le problème n'est pas technique. Le problème, c'est comment on intègre la visiophonie dans l'expérience client. Donc on a commencé à l'intégrer dans le bouton Darty. Donc les clients qui avaient le bouton Darty, ils avaient une application sur leur téléphone mobile ou leur PC éventuellement, et quand ils cliquaient sur le bouton, on leur proposait soit on te rappelle, soit on te rappelle avec la visio. Donc c'était un choix. On a commencé comme ça, et puis donc c'était pas mal. On a avancé, puis ensuite on a essayé de l'intégrer dans l'appel, donc l'appel hors bouton, c'est-à-dire qu'un client nous appelle en disant voilà, j'ai un souci. Et là, le conseiller se rend compte que ça serait quand même vachement mieux si on pouvait avoir la visio. Donc là, on l'a intégré dans l'appel. Donc là, c'est pas simple du tout. Donc on travaille dessus encore aujourd'hui. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que finalement, la visio, ça pouvait aussi être intéressant, non pas pour le client, le consommateur, mais pour nos propres techniciens. Et en particulier, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai évoqué là où on investissait beaucoup, et j'ai cité le téléphone, mais aussi le magasin. Et le magasin, c'est très important que quand un client vient en magasin avec un produit en panne, on puisse le dépanner, toujours pareil, le plus rapidement possible et de manière personnalisée. Donc on travaille énormément sur le magasin pour faire en sorte que nos consommateurs, quand vous avez un produit en panne, vous soyez bien accueillis et surtout que vous repartiez avec un produit qui ne l'est plus en panne. Alors, on s'est rendu compte que typiquement, la visiophonie pour nos techniciens en magasin, c'était intéressant. Pourquoi ? Parce que quand un consommateur vient avec un produit en panne en magasin, qui peut être un iPhone, qui peut être un aspirateur, qui peut être un ordinateur, vous doutez bien que le technicien ou les 2-3 techniciens du magasin, ils ne sont pas experts dans la réparation de tout ça. Ce n'est pas possible et le client, il le sait bien. Donc on forme nos techniciens en magasin à une vision un peu généraliste du diagnostic et de la réparation, équipés par tout un tas d'outils. Et ensuite, quand il n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Il appelle un ami. Vous voyez, donc, et un ami, c'est un des 800 techniciens à distance. Et il appelle en visio. Parce que de la même manière, la visio, c'est sympa déjà. Vous voyez vos copains à distance. À force, quand même, vous commencez à les connaître. Et puis ensuite, le technicien à distance, il voit le produit. Tiens, donc le technicien monte l'aspirateur, là, c'est machin, ou la machine expresso qui marche plus. Tiens, vas-y, montre-moi. Et hop, bizarrement, ça améliore. Donc ça, on l'a mis en place dans beaucoup de magasins. Et puis,
mais en l'intégrant encore une fois dans l'expérience client complète, pas en faisant un truc en plus, un peu techno, un peu marrant, qui fait marrer 2 secondes, mais non, on l'intègre dans toute une refonte complète de l'expérience client magasin. Et puis, et ça a même été jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on l'utilise même pour nos propres techniciens à domicile. C'est-à-dire ceux qui sont les plus compétents de tous nos techniciens, qui vont chez le client pour réparer, bah, parfois, ils ont aussi besoin d'appeler un ami. Donc, ils ont aujourd'hui un PC portable depuis longtemps, puisque quand vous avez un produit électroménager en panne, ça fait très longtemps qu'aujourd'hui, la première chose que fait un technicien en arrivant, c'est ouvrir son PC et le brancher sur le lave-linge. C'est comme ça que ça se passe depuis longtemps. Mais maintenant, bah, quand il n'y arrive pas, il appelle un ami. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez qu'il y a plein de cas de figure, et qu'ensuite, on affine tous ces cas de figure. Et il y en a certains, on va se dire, bah, on arrête parce que ça ne sert à rien, c'est pas utilisable. Et d'autres qu'on développera. Et ça, j'ai envie de dire, l'avenir nous le dira. Oui, vous avez décelé des opportunités finalement et développé l'outil en question. Vous parliez de technologie en disant que ce n'était pas si simple que ça. Justement, comment ça fonctionne exactement ? Sans rentrer dans des gros détails, mais pour savoir un peu comment ça se passe. Bah, aujourd'hui, voilà, le choix qu'on a fait, parce qu'on est parti un peu tôt finalement, enfin pas tôt, mais on a développé ça il y a 2 ans maintenant, on l'a fait sous forme d'application. Donc ça veut dire que la visio est embarquée dans une application, l'application Darty ou l'application Le Bouton Darty. On n'est pas en WebRTC, par exemple, qui est une technologie plus, on va dire, plus appropriée probablement aujourd'hui parce qu'elle permet d'intégrer, on va dire, le flux visio dans des pages web quelconques. Vous voyez, donc voilà, on a fait le choix, mais d'abord parce que c'était ce qui était disponible et fonctionnait, d'avoir une approche par une application qui a ses mérites, hein, donc vous pouvez contrôler facilement, enfin c'est plus facilement maintenable quelque part, et qui a aussi ses défauts, c'est que c'est plus compliqué à intégrer dans l'expérience client. Parce que, évidemment, si le client n'a pas l'application Darty, bah, il faut lui d'abord commencer par la télécharger. Et donc ça, c'est quand même pas terrible. Enfin, c'est bien, mais d'un autre côté, bon, ça prend du temps. Voilà, donc, donc on a commencé comme ça. Mais ensuite, technologiquement, il y a des choses qui arrivent, qui se passent, et nul doute qu'on évoluera également par rapport à ça. Très bien. Frédéric, même question justement au niveau des outils. Qu'est-ce que ça nécessite pour mettre en place ce système du côté client comme du côté ING ? Alors d'abord, il existe plusieurs technologies. Le choix que l'on a fait, c'est on a voulu aller très vite, comme le déploiement de la plupart de nos solutions. Entre le moment où on s'est décidé et le jour où ce sera lancé, on aura tout fait en moins de 6 mois. Donc on a choisi une technologie qui nous permettait d'aller vite pour tester. On est dans un mode de test and learn, ce qui veut dire que la technologie qu'on utilise au départ sera peut-être différente de la technologie que nous utiliserons à plus long terme avec le déploiement plus large. Et là, on s'inscrit en fait dans une politique globale du groupe ING où on partage des plateformes communes et où c'est une intégration qui est forcément plus longue, mais qui est d'une stabilité extrême et d'une efficacité cross-pays remarquable. Donc, on travaille avec un partenaire français qui est Bistri, qui donc nous propose une solution qui peut vraiment être en mode plug and play par rapport à nos systèmes, être intégrée très simplement, en tout cas qui vraiment matchait bien avec notre système informatique. Donc ça, c'est pour la partie un peu technique. D'un point de vue client, donc on a 2 modes de contact, prospect ou client. Le prospect recevra un email et sur cet email, il aura un lien qui lui donnera accès à la conversation visio. Pour le client, ce sera la même chose, sauf qu'il passera par son espace client. On privilégie au départ le desktop pour le premier lancement, parce que sur les études que nous avons réalisées, les contacts visio qui sont longs, qui ne sont pas pour une urgence, un contact planifié, sont plutôt réalisés sur un outil autre que le mobile dans un premier temps. Je pense que c'est une tendance qui va évoluer, mais comme on a fait un choix toujours pareil pour aller assez vite, on va le développer dans un premier temps sur le desktop. Donc avec un lien très simple, le client ou le conseiller peuvent être à l'initiative de l'engagement de l'échange. Et donc dans ce que je viens de dire, il y a un élément peut-être que je n'avais pas précisé plus tôt qui est très important, c'est que c'est toujours planifié. C'est-à-dire que la visio, on a fait le choix de ne pas dire, voilà, j'ai un client qui appelle et puis en rebond, tiens, finalement c'est adapté, puis je vais switcher du téléphone à la visio ou du chat à la visio ou des réseaux sociaux à la visio. On dit c'est un projet bien déterminé, le besoin nécessite une préparation de l'entretien et pour cela, on veut le planifier. Ce qui nous permet aussi de gérer la personnalisation avec un conseiller qui peut suivre dans la durée un client et qui permet aussi une organisation vraiment sereine pour que toutes les conditions soient réunies pour que cet échange-là soit de qualité. Parce que l'innovation,
en soi, elle n'a pas de sens. Elle a de sens que si elle est développée au travers d'un usage client et que le client reconnaît la valeur. Donc il faut que la valeur soit au rendez-vous. S'il y a juste l'effet sympa d'un écran et de voir quelqu'un, mais que derrière il n'y a pas le fond, ça nous semble assez inutile. Vincent, sur l'adoption, en préparant cette conférence, vous me disiez aujourd'hui la visio, ça fait pas partie de la majorité évidemment des contacts. Peut-être aussi parce que justement, on parlait tout à l'heure des outils et il faut déjà avoir l'appli, etc. Enfin bon, ça nécessite quand même des dispositions. Est-ce que vous avez l'intention de justement plus développer, de plus aller? Peut-être que le client aussi peut le vivre comme une intrusion. Comment justement vous communiquez et comment vous abordez la question par rapport à vos clients? On laisse le choix. Hein. C'est évidemment c'est même pas qu'on laisse le choix, c'est que c'est le client qui décide. Donc c'est bien pour ça que c'est si important de développer tous les moyens de communication. Vous voyez, s'il a envie de nous contacter de cette manière-là, il le fait. S'il a envie de nous contacter sur Twitter, il le fait. Enfin, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue le fait que c'est pas à nous d'imposer la manière dont les consommateurs avec lesquels enfin, je vais perdre un peu ma phrase, mais c'est à eux de choisir la manière dont ils veulent interagir avec nous et pas le contraire. Ça me paraît assez important de manière générale. Et ensuite, votre question, du coup, c'était quoi? C'était ça me rassure, je suis pas tout seul. Voilà. En fait, c'est comment on instaure ce nouvel outil dans un parcours client et comment on le propose voilà, en fait au client. Effectivement. Donc, comment on le propose? Donc, on le propose très gentiment en expliquant que ça existe et en expliquant les bénéfices. Et ensuite, surtout, ce qui est important, c'est que voilà, on le fait de manière très humble et modeste, en se disant pas qu'on a trouvé la solution, mais en apprenant avec le client, quoi, avec les consommateurs. Donc, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver d'autres modalités d'utilisation de cette visio. Je pense que c'est vrai sur la visiophonie, c'est vrai sur tout le reste, c'est vrai sur les assistants vocaux. Nous, on a commencé avec une application, comme j'évoquais tout à l'heure, le bouton d'Arty sur Google Home, mais probablement que demain, ça s'enrichira d'autres choses et ainsi de suite. Donc, faut vraiment avoir en tête que tout ça, tous ces moyens de technologie aujourd'hui sont finalement minoritaires en termes d'impact. Voilà, aujourd'hui, l'écrasante majorité de nos contacts se fait par téléphone. Voilà, et pour autant, c'est essentiel d'y travailler parce que le reste, c'est croissant, bien sûr, parce que le reste se développe, et aussi parce que la valeur fondamentale qu'il faut avoir, me semble-t-il, c'est l'apprentissage. Ce n'est pas le fait d'avoir tout de suite telle ou telle chose qui représente un enjeu fondamental en termes d'économie ou en termes de NPS. C'est d'abord le fait d'apprendre, et c'est en apprenant mois après mois que vous arrivez à trouver ce qui marche, et là, vous prenez de fait une avance sur tout le monde. Alors, Frédéric, même question, comment vous allez faire, comment vous abordez justement ce sujet-là, cette problématique de l'adoption, et comment vous allez l'intégrer dans le parcours client? Vous disiez, pour le prospect, ce sera via le site, pour le client, ce sera via son espace personnel, mais est-ce que vous allez être proactif par rapport à cet outil-là en disant, attention, on a de la visio, comment ça va fonctionner du côté client? Alors d'abord, un préalable, je rejoins tout à fait Vincent sur le fait que c'est le client qui va choisir. Donc en aucun cas, on va l'amener dans un tunnel qui le conduirait au bout forcément à avoir un contact visio. Donc je vais prendre un exemple, l'exemple du crédit immobilier. Donc, les interactions avec la banque, elles sont omnicanales, et donc on a plusieurs manières de concevoir un parcours client. Il y a plusieurs options possibles. Ce qu'on essaie de faire, c'est de positionner la visio à différentes étapes du parcours client crédit immobilier, depuis le premier contact jusqu'au dernier, avec des focus très spécifiques, c'est-à-dire que notre objectif sur ce contact-là n'est pas le même. Sur certains, c'est donner de l'information, sur d'autres, c'est apporter une précision sur un élément, sur un autre élément, c'est aider le client à se décider, et on va tous les tester. Donc en fait, on met une série d'indicateurs que nous allons mesurer. Ces indicateurs sont d'abord des indicateurs qui nous aident à apprécier le contact, c'est-à-dire quantitativement et qualitativement, des feedbacks clients avec des enquêtes de satisfaction qui sont dédiées à la visio pour avoir y compris des zones de texte libres, pour avoir un vrai feedback qualitatif du client. Et on va aussi demander du feedback énormément aux conseillers.
avec l'ensemble de ces KPI quantitatifs, qualitatifs, les retours clients, les retours conseillers, on va se faire une idée de l'intérêt de laisser ou pas la visio sur cet élément du parcours. Et bien entendu, là, on ne parle que de la visio, mais évidemment que sur ce point-là, il existe d'autres interactions possibles, le chat, le téléphone, les réseaux sociaux, et peut-être qu'un canal va s'avérer plus pertinent pour un moment du parcours client. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne prend aucune décision en amont, on laisse tout ouvert, on va mesurer, on va suivre, et petit à petit, on va sélectionner. What test and learn. Vincent, justement, comment vous mesurez la satisfaction? Est-ce que vous avez des outils de mesure, des indicateurs précis, des analyses de verbatim? Comment ça se passe par rapport aux autres canaux, notamment? Alors, on a le même système de mesure que sur le reste des canaux, c'est-à-dire du NPS, un peu comme tout le monde. Le fait est que quand on est en phase d'expérimentation, et encore une fois, sur la visio, on se considère encore en phase d'expérimentation, on s'intéresse moins aux chiffres, aux quanti, si vous voulez, qu'aux quali, c'est-à-dire au verbatim. C'est ça qui est le plus important, parce que, comment dire, les chiffres, c'est un peu je répète ça de manière un peu continuelle, c'est que le NPS c'est super, si vous voulez, mais enfin c'est un chiffre ou 3 chiffres qui en fait agrègent dans un élément toute une richesse incroyable de problèmes, de résolutions. Donc si vous voulez améliorer l'expérience client, c'est pas en regardant le NPS que ça va se faire. C'est en tout cas ce que je pense. Alors, et en particulier quand vous expérimentez, parce qu'il faut pouvoir comprendre ce qui se passe. Voilà. Et ensuite, la comparaison avec les autres canaux, on le fait, mais c'est aussi amusant de voir que, si vous voulez, quand vous introduisez un nouveau canal de communication, je sais pas moi, le chat, l'assistant vocal, la visio, vous générez à la fois des moyens complémentaires de mieux répondre aux clients, mais vous générez aussi des attentes complémentaires. Vous voyez, donc c'est aussi un jeu qui est subtil entre les deux. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, on travaille énormément sur les verbatim. On travaille aussi en feedback client, en allant interviewer les clients pour comprendre comment est-ce qu'ils ont vécu la communication, pour arriver à améliorer les choses et faire en sorte de pouvoir progresser. Et au niveau du taux de résolution, sans nécessairement de vous demander des chiffres, mais par rapport au téléphone, etc., comment ça se passe? C'est plus élevé. Voilà. Non, mais la résolution dans nos métiers, c'est essentiellement sur la partie technique, l'électroménager, la télé, le multimédia, donc le blanc-blanc-gris. On est sur des taux de résolution à distance à 50% à peu près, en moyenne. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, pourquoi? Parce qu'à la fois, les clients nous appellent alors qu'ils n'ont pas de produit en panne. Ça peut arriver parce qu'ils ont des problématiques d'usage qui sont bien normales. Surtout que les produits, encore aujourd'hui, ne sont pas forcément extrêmement simples à utiliser. Ensuite, il y a des clients qui nous appellent avec un produit qui est en panne, mais en fait, il y a un vrai problème fonctionnel, mais en fait, ce n'est pas une panne. C'est juste qu'en fait, il y a un souci, on va dire, d'utilisation qui a fait qu'il ne sait pas comment ça ne marche pas. Ensuite, il y a un troisième degré qui est des pannes, mais des pannes qui sont, entre guillemets, faciles. Vous voyez, une pompe potentiellement d'espresso qui ne marche pas, un lave-linge un lave-vaisselle dont il faut changer le filtre. Vous voyez, donc c'est des choses qui sont facilement résolvables. Et puis ensuite, dans les vraies pannes, il y a deux types de pannes. Il y a les pannes logicielles et les pannes matérielles. Vous voyez, donc c'est un peu l'escalade. Bon, évidemment, quand on arrive à la panne matérielle, c'est pas par téléphone qu'on va le faire. En tout cas, rarement. Pour le reste, les 4 autres niveaux, on peut le faire par téléphone. Donc c'est pour ça qu'on arrive à 50%. Et c'est pour ça que même dans le blanc, nos métiers d'électroménager, on arrive à des taux qui sont extrêmement intéressants. Alors, ensuite, à votre question, la visio rajoute de la résolution. Bon, on ne communique pas sur ce genre de chiffres pour l'instant, mais ce qui est sûr, et c'est bien normal, puisque c'était le but visé, ça ajoute à la résolution à distance. Très bien, merci. Une question du public, savoir si finalement la visio, elle va dans les deux sens. On est bien d'accord que c'est dans les deux sens, c'est activé, que ce soit du côté conseiller comme du côté client. Forcément. Voilà, donc nous, pour ce qui nous concerne, c'est le cas aussi, parce que on a besoin de voir le domicile du client. Ouais, donc concrètement, ça veut dire quoi? Le client a son smartphone, et là, il va montrer. Donc, c'est vrai que je n'ai pas expliqué tout ça. Le technicien à distance va prendre en main à distance finalement la caméra du téléphone. Il va pouvoir lui-même zoomer. Donc, vous imaginez le client qui fixe son lave-linge comme ça en montrant au téléconseiller. Le téléconseiller voit l'image.
Il peut zoomer lui-même sur, par exemple, au hasard, le numéro de série, ce que j'évoquais tout à l'heure. Il peut entourer la zone où il a envie que le client se rapproche, pouvoir montrer, il peut, à noter graphiquement sur l'écran, etc., etc., etc. Voilà, donc... Et pour répondre à votre question, du coup, et par ailleurs, le client, il voit son conseiller à distance. Je peux rajouter un exemple côté bancaire qui est développé dans un pays ING, pas encore en France, c'est l'identification via la visio des documents d'identité, ce qui permet en fait d'envisager une phase d'onboarding, d'ouverture de compte extrêmement rapide, puisque vous avez à la fois l'identification du document d'identité via la visio, plus le visage du prospect à ce moment-là, et qui permet en fait d'ancrer une double validation de l'identité pour aller au bout de l'entrée en relation d'un seul jet. Et aujourd'hui, par exemple, avec une solution qu'on a développée en Italie, l'entrée en relation est réalisée en moins de 1 minute 30 sur la base de l'utilisation de la visio obligatoire. Très bien. Une question pour vous, Vincent. Un client Fnac ou Darty peut-il contacter en visio depuis un magasin un conseiller à distance si, mettons, un vendeur ou un technicien dans le magasin n'est pas disponible ? C'est un cas d'usage auquel on a pensé. Pour l'instant, on ne l'a pas mis en place, mais ça fait partie des choses qu'on testera probablement à un moment donné, effectivement. Le côté utiliser la visio, non pas sur la partie problématique d'assistance ou de SAV, mais de commercialisation, et notamment pour les problématiques de disponibilité vendeur. Pourquoi pas ? Après, il faut quand même... Aujourd'hui, on cherche quand même à structurer nos lieux, que sont nos magasins, pour accueillir nos clients, apporter de la valeur, et en particulier faire en sorte que s'il prend la peine de se déplacer, ça vaut le coup. Donc c'est vrai que se déplacer dans un magasin pour ensuite contacter quelqu'un à 500 km de là, c'est quand même un peu bizarre. Mais pourquoi pas, je veux dire. Ça se teste en tout cas. Très bien. Et puis, une autre question concernant la sécurité. Pour la sécurité physique ainsi que l'approche que certains clients pourraient avoir envers des conseillères en live, par exemple. Apparemment, il y a une question concernant cette problématique, si des clients ont plutôt une approche malveillante. Est-ce que ça arrive ? Est-ce que c'est déjà arrivé dans certains pays ? Je parle plutôt pour vous, Frédéric. J'imagine qu'il y a quand même moins de techniciennes que de techniciens. Je me trompe ? Non, c'est un peu sexiste comme remarque. Un tout petit peu, oui. Ouais. Bon, c'est pas complètement faux non plus, mais bon. Je réponds juste une chose avant que... C'est qu'en fait, ce que j'ai pas dit qui peut être intéressant, c'est de dire on est tous à enregistrer nos appels. On les enregistre pour pouvoir les écouter après, pour les contrôler, faire des statistiques, les mettre en mode texte pour ensuite faire des... Bon, tout ça, je pense qu'on travaille dessus. On enregistre aussi la partie vidéo. Et ça, le client, il le sait. Donc, de la même manière que quand vous dites à un client, c'est enregistré, il ne va pas commencer généralement à avoir un langage inapproprié, par exemple sexiste. En tout cas, rarement, en vidéo, ça calme aussi parfois peut-être les ardeurs. J'ai exactement les mêmes feedbacks, donc jamais de débordement et même plutôt, voilà, ça permet de mesurer les comportements. Par exemple, c'est ce qui est vraiment très clair au niveau du traitement des réclamations. Les réclamations qui sont traitées via le canal visio permettent d'avoir un discours plus apaisé que ceux qui peut arriver parfois par téléphone. Donc vraiment, puis de la même manière, tout est enregistré, donc le client le sait, le conseiller aussi. Donc le client, oui, effectivement, est en connaissance de cause en tout cas. Une dernière question concernant Fnac Darty. Lorsque le client vous contacte via Google Home, Google vous fournit-il des données sur l'utilisateur ? C'est-à-dire ? Je vous pose la question parce que je sais que vous n'avez pas la réponse. Donc du coup, ça va me permettre de ne pas répondre à votre question. Vous voyez, c'est malin. Merci, c'est très gentil. Non, mais si la question c'est de dire est-ce qu'il y a transfert d'informations de Google vers nous ? À qui appartiennent les données, qui gère les données dans ces cas-là ? Non, on a accès à aucune information de Google. La seule chose, c'est que on a, si vous voulez, non, mais absolument aucune. On a simplement quelque part associé, le nom du client, son numéro de téléphone, où il faut bien rappeler, et la Google Home. Donc ça, c'est nous qui l'avons fait, ça ne regarde pas Google. Voilà. Donc typiquement, quand un client va souhaiter pouvoir utiliser l'application Bouton, il va pouvoir associer effectivement son téléphone, ses différents éléments. Et ensuite, non, il n'y a aucune transfert d'information, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Et puis une dernière question, Frédéric, sur justement la possibilité via la visio de partager, je ne sais pas, des documents, des écrans, de partager certains documents justement en rapport avec la souscription à un crédit immobilier, à de l'épargne. Est-ce que ça facilite aussi les choses à ce niveau-là ? Oui, ce qu'il ressort des différentes initiatives visio sur par exemple des entretiens épargne, le fait de visualiser sa simulation, de pouvoir jouer, donc le partage d'écran est essentiel. Il apporte une vraie plus-value qui n'est pas là une plus-value de surprise, d'innovation, qui est vraiment une plus-value d'usage, et ça aide le conseiller aussi. En fait, le conseiller est beaucoup plus à l'aise, peut échanger beaucoup plus facilement, et en fait, pour tous ceux qui travaillent avec le canal téléphone, et si vous avez en tête les échanges sur oui, alors là, vous cliquez en haut à droite, non, un petit peu, vous devez avoir une ligne en bas, regardez bien, etc. Tout ça, avec le partage d'écran visio, c'est terminé, et ça apporte un confort incroyable. Merci beaucoup, messieurs, pour votre intervention. Merci. Merci. Très bon après-midi.